Avec seulement une poignée de différents types de matériel abordables et facilement disponibles, vous pouvez améliorer vos projets imprimés en 3D, de jouets en plastique fragile et à usage limité à des merveilles mécaniques à grande échelle. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une liste complète des composants à acheter, à quoi ils servent et comment ils vous aident à rendre vos impressions 3D plus fonctionnelles. Bienvenue à nouveau sur The Next Layer, la chaîne qui parle de l'utilisation de l'impression 3D pour résoudre vos problèmes, exprimer votre créativité et construire des choses cool. Dans ma vidéo populaire sur les outils imprimés en 3D récemment, je vous ai tous demandé de commenter ci-dessous si vous aimeriez voir une autre vidéo où je décris les différents types de matériel que j'ai appris à garder en stock afin de faire passer mes projets d'impression 3D au niveau supérieur. Et vous, les gars, comme toujours, vous avez été tellement géniaux à laisser des commentaires et à m'encourager à le faire maintenant. Je voulais aussi faire cette vidéo parce que, comme vous le savez tous, je suis vraiment très impatient et donc quand je suis bloqué sur un projet parce que je n'ai pas les pièces dont j'ai besoin à portée de main, je finis par payer très cher avec des choses comme l'expédition en urgence ou l'achat dans des quincailleries locales surévaluées. Certains d'entre vous se souviendront que dans ma vidéo sur le micro-jib imprimé en 3D, cela m'a coûté 30 $ juste pour obtenir des vis pour le poids parce que je n'avais pas planifié à l'avance. Au lieu de cela, j'ai appris qu'en commandant à l'avance et en gardant toutes sortes de matériel et de pièces à portée de main, juste au cas où, je peux éviter de payer des sommes exorbitantes pour eux quand j'en ai besoin en urgence. Alors, sans plus tarder, plongeons directement en commençant par l'évident, mais restez jusqu'à la fin parce que j'ai aussi quelques surprises et des choses moins connues et franchement carrément funky que je sais que vous n'avez pas encore pensé à utiliser. Comme je l'ai dit, nous allons commencer par l'évident, car c'était la première pièce de matériel que j'ai jamais commandée pour mes projets imprimés en 3D. Et sans aucun doute, c'est la catégorie de matériel la plus utilisée. Je parle bien sûr des écrous, des boulons et des rondelles. Je suis assez sûr que vous avez rencontré toutes sortes d'impressions 3D qui nécessitent divers types d'écrous et de boulons allant de la fixation de choses sur votre mur en nid d'abeille ou imprimante 3D à leur assemblage, ou même à renforcer différentes parties. En fait, si vous avez déjà construit une imprimante Prusa, vous savez combien vous pouvez améliorer vos impressions simplement en ajoutant des boulons, des écrous et des écrous carrés. Maintenant, je ne garde pas réellement d'écrous carrés sous la main, mais je garde une variété d'écrous, de boulons et de rondelles de différentes longueurs et tailles. Maintenant, pour les besoins de l'impression en 3 dimensions, je recommande à tout le monde de garder des boulons M2, M3, M4 et M5, plus les rondelles et écrous complémentaires. Vous pouvez garder des pièces M6 sous la main, mais honnêtement, je ne les ai utilisées que sur mon projet de micro-jib. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez vérifier cette vidéo ici. Maintenant, en parlant de mon projet de micro-jib, un conseil que j'ai appris à la dure là-bas si vous n'avez pas besoin d'écrou ni loc, n'achetez pas d'écrou en nylon. Comme je l'ai mentionné dans cette vidéo, j'ai fait l'erreur de commander des nilocs au lieu de noix régulières et elles ne rentraient pas dans les trous du design, ce qui signifiait beaucoup de travail pour les enfoncer. Et maintenant, qu'en est-il de la longueur? On ne sait jamais de quelle longueur on aura besoin. Et bien que vous puissiez couper des boulons plus longs à la taille, c'est certainement un peu pénible. C'est pourquoi j'adore les packs variés prêts à l'emploi que vous pouvez obtenir sur AliExpress et autres endroits, qui offrent une poignée de chaque taille, généralement allant de 5 mm jusqu'à 20 mm, bien que pour M3 et M4, j'ai constaté que j'ai souvent besoin de vis beaucoup plus longues, comme 25, 30, voire 35 mm. Donc, je garde certains de ceux-ci à portée de main dans des bacs Gridfinity empilés sous les tailles plus courtes et plus utilisées. En règle générale, je suggère que vous viviez selon la règle que j'ai suivie pendant des années. Si vous avez besoin de quelque chose une fois, commandez en plus car il est probable que vous en aurez à nouveau besoin. Avant de passer au prochain type de matériel, un bref commentaire sur la couleur et la forme des écrous et des boulons. D'après mon expérience, ces types de boulons à tête plate s'adapteront à beaucoup plus de situations que tout autre type, et contrairement aux boulons à tête conique, ils ne fendront pas vos impressions 3D lorsque vous les serrez un peu trop fort.
Pour la couleur, choisissez celle que vous préférez, mais personnellement, je préfère les versions anodisées noires pour tous mes boulons, comme vous pouvez le voir sur mes projets. Ensuite, voici une autre qui peut sembler évidente, mais vous seriez vraiment surpris de voir combien de personnes les gardent réellement à portée de main. Je parle bien sûr des inserts chauffants. Pour les non-initiés, un insert chauffant est une pièce de laiton molletée et filetée que vous insérez dans votre impression avec un fer à souder. Bien sûr, vous pouvez simplement faire des trous plus petits que vos vis et visser directement dedans. Et en fait, Stéphane de Commande Numérique par Calculator Kitchen a fait des recherches et des expériences incroyables qui ont prouvé que cela est étonnamment solide. Mais si vous prévoyez de visser et dévisser plusieurs fois dans votre pièce, les inserts chauffants offrent non seulement une résistance supérieure, mais ils ne se dégradent pas non plus avec le temps. En fait, je dirais qu'aucun accessoire ne va autant améliorer vos impressions 3D que les inserts chauffants. En réalité, si vous observez les appareils électroniques et accessoires en plastique de fabrication professionnelle chez vous, vous n'en trouverez aucun. Manque d'inserts chauffants, là aussi. Pour cette raison, ils sont également très utiles à avoir autour de la maison, juste pour réparer vraiment n'importe quoi. Par exemple, si vous cassez accidentellement le jouet préféré de votre enfant parce que vous ne savez pas comment le plier correctement. Papa bricoleur à la rescousse. Pour plus d'informations sur les inserts chauffants, je recommande de consulter l'une de mes chaînes préférées, Commande numérique par Calculator Kitchen, où vous pouvez voir des recherches sur différents types d'inserts, lesquels fonctionnent mieux, des tutoriels sur comment concevoir et modifier vos pièces pour mieux accepter les inserts et même acheter des inserts de très haute qualité fabriqués par Commande numérique par Calculator Kitchen eux-mêmes. Bien que personnellement, j'ai juste utilisé un assortiment que j'ai acheté sur AliExpress que je vais également lier dans la description ci-dessous. Personnellement, je ne garde que des inserts M2, M3 et M4 à portée de main et je n'ai jamais vraiment eu besoin de plus grands ou de plus petits. Oh, et assurez-vous d'obtenir une pointe de fer à souder à bout plat pour aller avec vos inserts, car cela permettra de les insérer de manière uniforme et droite. Est-ce un mot? Droitement. Droitement. Beaucoup plus facile. Voici quelque chose qui va vous surprendre, je pense. Puce communication en champ proche. La plupart d'entre nous n'utilisent probablement pas beaucoup le lecteur communication en champ proche de notre téléphone en dehors du paiement de choses avec Apple Pay ou Google Pay, mais c'est en fait vraiment dommage. Scanner une puce communication en champ proche est rapide, facile et plus pratique que les codes QR, et cela ajoute un élément interactif à vos impressions 3D. Vous pourriez par exemple mettre vos coordonnées dans une puce communication en champ proche et l'intégrer dans une œuvre d'art que vous concevez afin que les gens puissent vous contacter pour commander un travail, ou vous pourriez intégrer un lien vers une vidéo sur un panneau ou un appareil ou n'importe quel projet vraiment, afin que les gens puissent taper et scanner pour un tutoriel vidéo sur comment l'utiliser. J'ai récemment imprimé un porte-carte de visite avec le logo d'une entreprise, et bien que je n'ai pas eu le temps de le faire avant la conférence, j'aurais aimé avoir simplement encodé une carte de visite virtuelle dans l'une de ces puces communication en champ proche afin que les gens puissent taper leur téléphone au lieu de prendre une carte de visite physique. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pourriez également programmer votre téléphone pour faire des choses en fonction des puces communication en champ proche que vous tapez. Vous pouvez automatiser des tâches avec l'app raccourci d'Apple ou via la fonctionnalité communication en champ proche dans Home Assistant, la plateforme domotique, pour déclencher différentes actions selon la personne qui scanne la puce communication en champ proche. Par exemple, vous pourriez imprimer en 3D un support de télécommande pour votre télévision et votre station multimédia et y intégrer une puce communication en champ proche. Lorsqu'un membre de la famille tape sur cette puce communication en champ proche avec son téléphone, il peut détecter qui la tape et allumer la télévision et le système de Home Cinéma, puis passer automatiquement à Netflix ou Apple TV ou autre sur leur profil personnel. Cette idée pourrait maintenant s'appliquer dans toute la maison. Tapez votre téléphone sur votre porte-clés imprimé en 3D. Lorsque vous entrez par la porte pour régler les lumières, la musique et la climatisation comme vous les aimez personnellement et ainsi de suite, vous pouvez même créer votre propre carte de crédit communication en champ proche. Bitcoin imprimé en 3D, un étui de téléphone imprimé en 3D qui contient vos informations de contact dans une puce, etc., etc. Ces puces communication en champ proche d'applications faciles sont petites,
faciles à utiliser et vraiment bon marché. Tout ce que vous avez à faire est de les programmer à l'aide d'un téléphone capable de communication en champ proche. Le prochain gadget matériel que j'aimerais partager avec vous tous est les aimants en néodyme. Maintenant, ces petits aimants super forts peuvent ajouter toutes sortes de fonctionnalités à vos impressions, comme les fixer à une base dans le cas des bacs Gridfinity, fermer différentes boîtes et loquets, et même attacher vos impressions ensemble. Moi, par exemple, j'utilise des aimants en néodyme dans mes designs pour les statuettes Bitcoin que je vends, ce qui me permet de créer des cachettes secrètes pour les portefeuilles Bitcoin ou d'autres types de choses secrètes comme de l'argent. Il existe des tonnes de designs qui utilisent des aimants, mais malheureusement, ils ne sont pas tous de la même taille. Les tailles les plus courantes que vous trouverez sont de 4 mm, 5 mm et 6 mm de diamètre. Mais hélas, il existe également différentes épaisseurs pour chacun de ces diamètres. Gridfinity, par exemple, utilise des aimants de 6 par 2 mm, tandis que d'autres modèles comme cette coque de portefeuille matériel, par exemple, ou mes propres statuettes Bitcoin utilisent les aimants plus courants de 5 par 3 mm. Et j'ai même conçu des pièces plus petites qui utilisent les tout petits aimants de 3 mm lorsque c'est nécessaire. Votre meilleur pari, alors, est d'acheter simplement un assortiment d'aimants et de les ranger soigneusement et proprement dans un Gridfinity dans un conteneur. Ils ne vendent pas de vrais assortiments, mais vous pouvez trouver de bons vendeurs, comme ceux liés dans la description, et ajouter différents articles à votre panier. Personnellement, je garde 3 par 3, 4 par 2, 5 par 1, 5 par 2, 5 par 3, 6 par 2 et 8 par 3. Aimants à portée de main à tout moment. Ces aimants ne sont pas si chers, et même si vous pouvez tricher sur la profondeur, vous ne voulez certainement pas vous retrouver sans le bon diamètre. Une note sur les aimants en néodyme, cependant, vous pouvez les insérer avec de la colle, par friction ou par chaleur, mais soyez prudent. Si vous les chauffez au-delà de 80 degrés Celsius, ils se démagnétiseront de manière permanente à un certain niveau ou même complètement. Pour cette raison, si vous voulez chauffer vos aimants pour les insérer, assurez-vous simplement que vous avez un fer à souder à chaleur réglable qui fonctionne à de si basses températures ou utilisez simplement de la colle CA ou un ajustement par friction en adaptant vos modèles de sorte que les aimants s'insèrent très étroitement. D'accord, allons-y. Désolé pour la blague de papa. Avec du matériel qui aidera à ajouter du mouvement et de la fonctionnalité à vos impressions 3D. C'est vrai des roulements. Les roulements à billes peuvent être un peu intimidants, je pense parce que leurs conventions numériques sont vraiment déroutantes. Que signifie le nombre 608? Quelle est la différence entre ZZ et RS? Cela n'a jamais eu de sens pour moi, mais n'ayez crainte car honnêtement, je n'ai toujours pas les réponses à ces questions non plus. Et c'est parce que la grande majorité des projets d'impression 3D qui utilisent des roulements s'en tiennent au roulement conventionnel, 608 RS, ce qui se traduit par 8 par 22 par 7. Je ne sais pas comment vous passez de 608 à 8 par 22 par 7, mais cela n'a pas d'importance. Maintenant, j'ai fait l'erreur par le passé de commander des modèles différents, et je ne les ai finalement jamais utilisés. Je suppose qu'il n'est pas trop difficile de modifier les fichiers STL de votre projet souhaité pour rendre le diamètre un peu plus grand, ce qui d'ailleurs est une idée que j'ai eue pour une autre vidéo. J'ai en fait pensé à faire une vidéo comparant les logiciels de conception gratuits comme Blender contre Onshape et expliquant lequel j'utilise pour quel type de projet et pourquoi. Maintenant, faites-moi savoir en dessous dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait réellement à regarder, car je ne suis pas vraiment sûr du niveau de compétence en design que mes spectateurs ont ou souhaitent avoir. D'accord, revenons au sujet des roulements. J'ai utilisé des roulements dans beaucoup de projets différents, allant de la platine imprimée en 3D dans ma vidéo sur les outils imprimés en 3D jusqu'aux porte-bobines amovibles et à faible friction intégrés dans mon enceinte d'impression 3D, le porte-bobine autonome TUSH populaire que j'utilise avec mon stylo 3D et même cette tentative ratée d'une perceuse imprimée en 3D qui n'a pas été retenue pour l'une de mes vidéos.
Encore une fois, ces projets, à l'exception de la perceuse, utilisent tous les mêmes types de roulements et il est donc vraiment logique de toujours avoir une douzaine ou plus de roulements 608 à portée de main à tout moment. De plus, avec ce pratique support Gridfinity, vous n'avez pas à vous soucier qu'ils prennent de la place ou qu'ils se baladent dans votre tiroir à quincaillerie. Ensuite, parlons des écrous en T. Avec la grande majorité des imprimantes 3D d'aujourd'hui qui utilisent des extrusions d'aluminium, il est devenu vraiment facile de fixer solidement des choses à votre imprimante. 3D et tout ce dont vous avez vraiment besoin, ce sont ces écrous en forme d'aile pour le faire. Cela pourrait signifier changer ou améliorer votre porte-bobine, monter une base Gridfinity sur votre imprimante, fixer un bras de caméra ou un écran tactile Raspberry Pi, ou même aller aussi loin que je l'ai fait avec mon CRDX V3, et en fait convertir toute l'imprimante en une unité tout en un avec les composants électroniques montés en dessous sur les extrusions d'aluminium. Maintenant, ces écrous en T rendent tout super simple. Bien sûr, je veux dire, vous pourriez imprimer ces éléments en 3D et je l'ai fait, mais tout comme avec les inserts chauffants, si vous voulez une longévité et la capacité d'ajuster ce que vous avez monté plus de quelques fois, ce qui franchement est l'un des avantages de ces canaux coulissants sur les extrusions, alors il est vraiment rentable de commander des pièces métalliques. Personnellement, je n'utilise jamais que les écrous en TM3 et M4, donc je recommanderais que vous n'ayez que ceux-ci à portée de main. Très bien, ensuite parlons des ressorts. Récemment, j'ai constaté que beaucoup d'impressions nécessitaient soit des ressorts de poussée, soit des ressorts de traction, comme le populaire coupe-filament ou cette perceuse à main ratée dont j'ai parlé précédemment. Maintenant, le problème est que, contrairement aux inserts chauffants, aux écrous, aux boulons et aux autres éléments de cette liste, je n'ai pas vraiment réussi à trouver un assortiment décent de ressorts de différents diamètres, longueurs et résistances, et franchement, je n'ai certainement pas besoin d'une centaine de pièces du même ressort. Au lieu de cela, ce que j'ai commencé à faire, c'est simplement de collecter des ressorts au fur et à mesure que je les rencontre et de les récolter dans des choses que je vais sinon jeter. Les vieux stylos que vous obtenez en promotion gratuite, par exemple, ne sont probablement pas des candidats pour une cartouche de recharge, mais assurez-vous de récolter ces ressorts avant de les jeter réellement. Il en va de même pour ces bandeaux d'Halloween ridicules et une quantité surprenante de choses que vous jetez probablement tous les jours. En général, c'est vraiment une bonne idée de passer quelques minutes à démonter les choses avant de les jeter ou, espérons-le, de les recycler. Pour voir quels vis, écrous, boulons, ressorts, fils, ventilateurs, câbles, capteurs, caméras, etc., vous pourriez utiliser dans de futurs projets. À propos de ça, je sais, les ventilateurs ne sont pas vraiment un élément matériel autant qu'un élément électronique, et vous n'allez probablement pas les intégrer dans vos impressions 3D. Et pourtant, je dois dire que différents types de ventilateurs sont parmi mes accessoires les plus utilisés pour mes projets d'impression 3D. J'ai utilisé de nombreux ventilateurs pour améliorer mon enceinte d'impression 3D, ajouter différents éléments de refroidissement à mes Raspberry Pi sur chacune de mes imprimantes, 3D, refroidir mon placard réseau, améliorer la ventilation de mon séchoir à filament. Et bien sûr, remplacer les ventilateurs défectueux sur mes imprimantes 3D. Personnellement, j'aime garder une grande variété de ventilateurs ici et dans mon abri de jardin, y compris des ventilateurs de 40 mm, 60 mm, 80 mm et même 120 mm. Maintenant, je garde également un assortiment allant de 5 volts à 12 volts et même 24 volts de ventilateurs afin d'avoir toutes mes bases couvertes pour les applications Raspberry Pi ou USB, les applications électroniques standards de 12 volts et bien sûr les applications d'imprimante 3D qui nécessitent 24 volts. J'aime aussi garder un ou deux ventilateurs soufflants au cas où quelque chose se passe mal sur l'une de mes imprimantes 3D. Maintenant, ces ventilateurs sont vraiment abordables si vous les achetez sur AliExpress et comme tout le reste sur cette liste. Si vous les commandez juste au cas où, avant d'en avoir besoin, nous ne sommes pas pressés et nous pouvons nous permettre d'acheter à bas prix avec une livraison lente. Voici un autre qui est techniquement plus un gadget électronique, mais si je vais parler de ventilateur, alors je dois parler de celui-ci.
Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas très doué pour programmer des Arduinos et autres choses du genre. Alors, il y a des années, j'ai trouvé une solution amusante pour ajouter une sensibilité thermique à mes projets, des interrupteurs thermiques. Maintenant, ces interrupteurs sont super simples à souder dans un circuit. Dites cela 3 fois rapidement et ils allumeront ou éteindront ce circuit à une certaine température. Maintenant, je les utilise principalement pour allumer automatiquement les ventilateurs dans mon enceinte d'imprimante, mon placard électrique ou mon séchoir à filament, mais vous pouvez également les utiliser pour désactiver les appareils électroniques à certaines températures afin d'éviter des dommages. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas doués en programmation, c'est un moyen rapide et facile d'ajouter des fonctionnalités, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai installé tant de ventilateurs sur tant de choses différentes dans toute ma maison. Lors de la commande, veillez à sélectionner les températures adéquates. J'aime garder un éventail allant de 25 à 45 degrés Celsius et je fais également très attention à savoir si l'interrupteur s'allumera ou s'éteindra à cette température. Voici une qui pourrait être un peu idiote, je l'admets, mais c'est une qui s'est avérée utile assez de fois pour qu'il vaille la peine de la mettre dans un petit bac Greenfinity. Anneau de porte-clés. Dans le passé, j'ai mentionné dans d'autres vidéos quelques impressions cool qui utilisent ces anneaux comme le mini-jauge de filet de l'outil de mesure de trou que j'ai mentionné dans ma vidéo sur les outils imprimés en 3D ou d'autres types d'impressions qui sont assez utiles pour garder sur votre porte-clés. Mais j'ai aussi imprimé d'autres petits gadgets qui sauvent la vie, comme le chat d'autodéfense pour ma femme ou certaines de ces clés de libération de chariots de course. De plus, si vous, comme moi, aimez offrir des cadeaux imprimés en 3D, je ne peux penser à une meilleure façon de garantir que vos amis et votre famille utilisent et apprécient réellement ces cadeaux imprimés en 3D qu'en les mettant sur des porte-clés. Vous pouvez donc imprimer des versions porte-clés de certaines de vos impressions 3D préférées. Voilà, nous sommes à la fin de notre liste et j'ai sûrement gardé l'un des accessoires les plus essentiels pour la fin. Parlons de poids. L'une des choses les plus cool à propos de l'impression 3D, c'est que vous pouvez économiser du matériel et du poids en créant des impressions creuses qui seraient autrement impossibles. Cela dit, il y aura inévitablement certaines impressions auxquelles vous voudrez ajouter du poids, soit pour des raisons mécaniques ou fonctionnelles, soit simplement pour leur donner une sensation plus lourde et de haute qualité. Comme mentionné dans ma vidéo sur la flèche imprimée en 3D, j'ai négligé de planifier à l'avance les poids. J'avais prévu d'utiliser du sable, mais il n'était pas assez lourd ni pratique. Et cet échec de planification m'a finalement coûté du temps et de l'argent. On m'a en fait donné un devis allant jusqu'à 140 pour des roulements à billes juste pour alourdir le bras de la grue. J'aurais pu économiser davantage sur les vis qui m'ont coûté environ 30 $ si j'avais été mieux préparé. Heureusement, vous avez partagé de nombreux conseils judicieux sur la façon dont j'aurais pu économiser de l'argent et m'épargner des tracas. Plusieurs d'entre vous ont suggéré d'acheter des poids de pêche, mais leur expédition depuis la Chine restait très onéreuse. En fait, je ne sais pas où me les procurer localement. D'autres ont eu la fantastique recommandation de passer par un lieu de changement de pneus et de demander leur poids de pneus usagés, ce que j'ai bien l'intention de faire la prochaine fois que j'en croise un. En attendant, j'ai commencé une nouvelle habitude que je veux encourager chacun d'entre vous à adopter. Dans le passé, quand je cassais un forêt ou dénudais une vis, laissais accidentellement quelque chose rouillé, je passais simplement les morceaux de métal dans le bac de recyclage. Mais plus maintenant. Maintenant, je collecte tous ces petits bouts et bibelots dans une poubelle spéciale que je garde pour le prochain tirage que je voudrais alourdir. C'est lent, mais avec un bambin à la maison qui adore aider papa avec les projets, j'obtiens un nombre assez important de vies dénudées et de mèches de perceuses cassées. De plus, pour accélérer ce projet, j'ai récemment avalé ma fierté et j'ai fait de la plongée dans les poubelles sur le chantier de construction le plus proche dans la rue, ce qui a donné des barres d'armature incroyablement lourdes. Donc, si j'ai besoin d'un poids sérieux, je peux utiliser une meule à tronçonner diamantée pour couper la longueur appropriée de barre d'armature et la pousser dans mes impressions. Voilà donc ma liste d'accessoires et de matériel pour améliorer vos impressions 3D. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose.
Oh, et assurez-vous de vous abonner car un certain nombre d'entre vous ont demandé d'autres vidéos, y compris les outils non imprimés en 3D que j'utilise pour améliorer mon flux de travail d'impression 3D et je travaille actuellement sur ces vidéos. Merci d'être resté jusqu'au bout.